Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers, des plus discrets aux plus fascinants. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sébastien, juriste devenu l'une des voix les plus singulières du droit sur YouTube. Avec sa chaîne Vous avez le droit, il décortique la loi avec humour, rigueur et beaucoup d'humanité. Voici ce que c'est d'être youtubeur. Comment êtes-vous devenu youtubeur ? Par énervement. Je suis devenu youtubeur par énervement. Alors ça, c'est l'été 2020, quelques semaines avant l'annonce de la condamnation de François Fillon, dont tout le monde dans le milieu juridique et judiciaire savait qu'il serait condamné parce que l'infraction était très clairement constituée. On savait qu'il serait condamné, qu'il le serait sans doute sévèrement. Et eux, pour essayer d'amortir les choses, pour essayer de préparer l'opinion publique à l'annonce de cette condamnation, ils ont choisi les éléments de langage les plus moisis qui soient, à savoir que la justice française n'est pas indépendante, que c'était un complot des juges, etc., etc. Ça marche souvent très bien, c'est très déloyal de faire ça. Et en tout cas, c'est tout à fait faux. C'est vraiment une fake news. Alors je me suis dit qu'il fallait lutter contre cette fake news et que écrire une chronique dans une revue juridique pour expliquer à mes collègues juristes que les juges français sont indépendants, ils n'ont pas besoin de moi pour le savoir. Et donc je me suis dit que ça ferait pas avancer grand-chose, et je me suis dit que pour essayer d'expliquer ça à l'opinion publique, je pouvais peut-être essayer plutôt de faire une vidéo YouTube sur le sujet. Alors je me suis emparé de mon vieux téléphone Wiko, donc entrée de gamme, et j'ai pris donc mon vieux téléphone d'une main et mon courage de l'autre, et puis après avoir écrit cette vidéo, je l'ai imprimée sur des petits morceaux de papier, et je l'ai enregistrée comme ça. J'avais pris la précaution quand même d'acheter un micro qui soit à peu près correct, parce que je me suis dit, le mot audiovisuel, le mot audio arrive avant visuel, donc ça doit peut-être vouloir dire quelque chose, donc quitte à avoir une image pourrie et un éclairage qui n'était pas moins, autant avoir un son correct. Puis j'ai balancé comme ça ma première vidéo, et assez rapidement, dès ma seconde vidéo, j'ai raconté une histoire criminelle célèbre, une histoire que je connais relativement bien, qui s'est passée au début du 19e siècle en Écosse. Y a-t-il eu un moment décisif où vous vous êtes dit « c'est ça mon métier » ? Oui, c'est assez récent, ça. Je me suis dit, ça, en fait, c'est mon métier, ou ça va devenir mon métier unique à part entière. Je fais partie de ces gens, je m'occupe trop rarement de mes intérêts, en tout cas pas de ma retraite. Je ne savais pas exactement quand je serai à la retraite. Et puis j'ai un projet depuis 2 ans qui serait de faire un tour de France des affaires criminelles célèbres pour aller tourner des vidéos à leur sujet. Et ça, je me suis dit, j'attendrai d'être à la retraite pour le faire, parce que ça risque de prendre des mois et des mois de travail. Et donc j'ai regardé quand je serai à la retraite, à savoir début août de 2026. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, oui, je vais devenir un professionnel, un vidéaste professionnel, un youtubeur professionnel. Ce sera mon métier unique. C'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là que j'en ai pris conscience. Et à quoi ressemble une journée type pour vous ? Ça dépend si j'ai des cours à l'université ou pas. Alors si j'en ai pas, je me réveille pas tôt. Je suis un couche-tard, donc un lève-tard. Souvent, je me réveille naturellement vers 9h, 9h15, 9h30. Et là, je commence ma journée de travail immédiatement. Je fais partie de ces gens, moi j'ai besoin de 30 secondes pour passer du sommeil à être en pleine forme avec ce qui me reste de neurones en pleine activité. Donc là, je commence à écrire. Souvent, j'ai une vidéo qui est en cours d'écriture, donc je me mets à l'écrire. Et ce moment-là, c'est pas là où j'arrive le plus à avoir le plus de concentration intellectuelle. Donc ça va être plus la formulation, les petits gags, la forme de la vidéo que je vais travailler donc toute la matinée. Et souvent, j'arrête de travailler vers 12h30, 1h. Je passe à la douche, je me fais engueuler par Tricotine qui a faim, donc je donne à manger à Tricotine, je grignote quelque chose rapidement, et ensuite je vais marcher, parce que je suis handicapé, donc il faut que je marche tous les jours. Je marche tous les jours une heure, et quand je reviens, donc souvent je m'occupe de la partie administrative, la partie mise en ligne des vidéos, la comptabilité que je déteste.
Et à partir de 16h, là, intellectuellement, c'est là, entre 16h, 18h et 16h, 19h, c'est là où je suis le plus affûté intellectuellement. Et donc, c'est là que je vais plutôt construire une vidéo, l'architecture juridique de la vidéo, c'est plutôt à ce moment-là. Et puis après, je m'accorde une pause bien méritée et je me remets à travailler souvent vers 21h jusqu'à minuit, 1h du matin, parfois 2h. Et là, j'aime bien écrire, par exemple, quand j'ai un narratif, par exemple, raconter une histoire, une histoire affreuse, une histoire de crime. Là, ça marche bien quand je l'écris le soir ou en début de nuit. On a déjà parlé du personnage, mais pour ceux qui ne savent pas, Tricotine, c'est le chat qui apparaît souvent dans votre chaîne YouTube et à qui vous expliquez le droit. Et donc ma question était de savoir comment réagissent les spectateurs de la chaîne à la présence de Tricotine. Ah bah c'est vraiment le personnage. En plus, j'en ai fait. En fait, dans mon lore, c'est la responsable du stage, parce que je suis stagiaire de la chaîne, donc depuis 5 ans, et j'attends, évidemment, de façon parfaitement illégale, stagiaire 5 ans, bon, ça n'existe pas, mais dans mon lore, ça existe, et je suis le stagiaire de Tricotine, et j'attends qu'enfin elle me signe un CDI. Et donc c'est un gag, c'est un running gag, et c'est vraiment devenu un personnage. C'est-à-dire que quand je suis en convention, une fois sur deux, la première question, comment va Tricotine? Et sinon, avez-vous d'autres objets ou outils qui sont devenus nécessaires pour vous dans votre création artistique en tant que youtubeur? Des nouveaux objets? Oui. Alors, des nouveaux objets, il a fallu que je les apprivoise. Caméra, au début, c'était difficile. J'ai, comme beaucoup de personnes, beaucoup de problèmes avec mon image. Il a fallu que je fasse sauter ce verrou assez rapidement, parce qu'au tout début, c'est moi qui faisais les montages. Et maintenant, je me rends compte l'autre jour, on m'envoie une photo, je me dis, ah ouais, celle-ci, elle est bien, etc. C'est une photo de moi en convention. J'ai complètement déconnecté le fait de me voir, alors que c'était un gros problème de me voir en photo ou de m'entendre. Là, je suis arrivé à prendre cette distance-là. Donc, vis-à-vis de la caméra, vis-à-vis du micro, alors le problème, c'est que là, venant et puis ayant un peu abusé des moteurs bruyants, j'ai moins bonne audition qu'avant. Donc, j'ai un petit peu de mal à indiquer à mes monteurs telle ou telle amélioration du son. J'espère que la prochaine vidéo va être meilleure que les 4-5 dernières de ce côté-là. Et puis l'éclairage, j'ai la chance, habitant à la campagne, le mètre carré n'est pas cher, et donc j'ai la chance maintenant, depuis 1 an et demi, d'avoir un studio dans lequel on est là, un studio, et c'est absolument le rêve complet, c'est-à-dire que j'appuie sur 2 boutons, je commence à tourner. Pas besoin de régler à nouveau les éclairages, là ils sont là, mes 3 éclairages additionnels, et ça, quelque chose que je suis arrivé à apprivoiser. Ce sont donc des nouveaux objets qui sont arrivés dans ma vie. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui surprend toujours ceux qui découvrent votre nouveau métier de youtubeur? Mon âge. Alors au début, je peux plus faire le gag parce que je fais ça depuis 5 ans. Mais au début, quand j'étais invité, je disais, c'est gentil de donner sa chance à un jeune youtubeur. Et ce qui fait rire. Alors, c'est vrai, je fais un peu remonter la moyenne d'âge du youtubeur français, c'est clair. Oui. Justement, pour parler d'âge, vous avez évoqué votre participation à quelques conventions justement de youtubeurs. C'est un lieu de sociabilité nécessaire quand on intègre ce métier. Comment ça se passe pour vous en termes d'âge? Parce que vous disiez que vous faisiez remonter la moyenne d'âge. Comment se passe la sociabilité avec d'autres youtubeurs qui ont certainement commencé très jeunes? Vous avez donné l'exemple de youtubeurs que vous avez rencontrés, mais comment se passe la sociabilité avec justement cet écart d'âge? Assez vite, ils oublient cet égard d'âge. Okay. C'est vrai que j'ai l'âge d'être souvent leur grand-père. Et ils oublient assez vite parce qu'on parle le même métier, on parle le même langage, on a la même culture professionnelle, on parle boulot, quoi, voilà. Et le plus beau souvenir dans votre métier de youtubeur? Alors là, j'en ai un. C'est la première fois où j'ai reçu un mail, le mois de juin, mois de juillet, en me disant monsieur, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais écrit l'an dernier en vous disant, je viens de passer mon bac et
j'ai eu envie de faire des études de droit et j'ai le plaisir de vous annoncer que je passe en 2e année. Et chaque année, j'ai eu la même chose en juin ou juillet de cette année. Même chose, des gens qui me disent, je suis en 3e année, je rentre en 4e année, je me rentre en master. C'est vous qui avez décidé de ma vie professionnelle. Ça, c'est mon plus beau souvenir. J'imagine qu'il y a un pic d'inscription dans les facs de droit grâce à vous. Mais il paraît que je suis assez connu dans les facs de droit. Et pas seulement parmi les étudiants, il paraît qu'il y a même des collègues, je suis très très surpris, des collègues qui conseillent à leurs étudiants et leurs étudiantes de regarder ma vidéo. On a parlé des moments de choix, mais avez-vous eu un moment de doute où vous vous étiez dit que vous pouviez arrêter ce métier? Alors, oui, un petit peu parce que je suis un bon de travail et je me rendais pas compte l'an dernier que j'étais en train de me surfatiguer. Je me souviens, en juin de 2024, je me souviens un matin, je me réveille et je me mets à chialer dans mon lit. Je me mets à pleurer. Alors ça, c'est pas du tout, je suis toujours en train de rigoler. Et ça m'est arrivé 2-3 fois dans le mois. Je suis allé voir mon toubib, je lui ai dit, écoutez docteur, là, voilà ce qui m'arrive. En plus, mon ancien docteur était parti à la retraite, donc c'est la première fois que je rencontrais ce monsieur. Et il me parle pendant 3 quarts d'heure, il me dit, oui, je crois effectivement qu'il est temps qu'on s'occupe de vous. Donc, je suis parti en vacances 3 semaines, j'ai pris ma vieille MG, un vieux cabriolet anglais qui a plus de 50 ans. Je suis allé en vacances 3 semaines en Angleterre pour penser à toute autre chose que YouTube. Et en revenant, j'ai pris des décisions. J'ai décidé, par exemple, de raréfier mes vidéos. Je faisais une vidéo par semaine. Et tous les collègues me disaient, mais comment tu fais? Moi, je suis tout seul je ne fais que YouTube. J'arrive à sortir 2 vidéos par mois. Toi, comment tu fais? En plus, avec l'enseignement, les recherches, le reste. Donc, j'ai démissionné d'un certain nombre d'occupations qui étaient importantes pour moi. Mais j'ai choisi de démissionner, de raréfier mes vidéos. Et j'arrive assez souvent à ne pas travailler du tout le dimanche. Assez souvent, et ça va vachement mieux depuis, et grâce à 3 mois d'antidépresseurs, je suis passé à côté du burn-out. Oui. L'idéal, ce serait pour moi d'avoir 5 ou 6 vidéos d'avance qui seraient prêtes à publier, et ça me permettrait de me lancer dans des projets à long terme ou des projets à moyen terme. Et j'en ai un pour l'an prochain, puisque je vais être à la retraite dans 6-8 mois, dans 8 mois. Je vais me lancer dans un tour de France des affaires criminelles célèbres pour aller tourner des vidéos dessus. Je vais faire l'appel à financement participatif là-dessus. Et donc ça, c'est, je pense, une façon de se remettre en cause, parce que j'ai envie de tester de nouvelles choses, de nouveaux formats. J'ai envie d'être professionnel dans ma prise de vue. Et si j'arrive à avoir des financements un peu confortables, je suis prêt à embarquer un caméraman, voir une équipe de tournage, parce que j'ai aussi des projets de documentaires, des projets de courts-métrages, dont un avec Brigitte Lecordier, l'actrice dont la voix est tellement connue des petits et des grands. Donc j'ai envie de continuer comme ça, en testant à chaque fois de nouveaux formats, de nouvelles idées. Et ce qui fait que c'est assez amusant, parce que souvent, quand je rencontre soit des collègues, soit des abonnés, ils me disent, mais comment vous faites pour avoir notre culture geek, notre pop culture, avec cette différence d'âge? Mais pour ça, j'ai pas de difficulté, parce que quand je m'adresse à des gens qui ont 20 ou 25 ans, je leur dis, vous êtes des digital natives, mais moi aussi je suis un digital native, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai vu naître l'informatique individuelle. D'ailleurs, il y a mon premier ordinateur qui est là, un TRS-80 que j'ai eu en 1978. J'ai découvert les réseaux Internet existait déjà, mais j'ai découvert les réseaux à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'est normal de parler ce vocabulaire, parce que j'adore jouer aux jeux vidéo. Et donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté avec cela. D'ailleurs, je surprends mes petits étudiants en première année quand, au bout de 2-3 semaines, il y en a quelques clampins qui s'installent au fond de l'amphi. Je les interpelle en disant, et vous, les PNJ du fond de l'amphi, ça va? Alors là, l'amphi se fige et me regarde, parce que il y a une partie de leur valeur qui s'écroule. Comment un vieux bonhomme de cet âge peut parler le même vocabulaire que nous? Et connaître un PNJ. Justement, en parlant de choses qui nous étonnent, quels sont les clichés qui circulent sur le métier de youtubeur et que vous aimeriez déconstruire?
Ah, le premier, c'est ah bon, c'est un métier ça? Et d'ailleurs, c'est assez curieux quand on voit, par exemple, quand la télévision invite un youtubeur, c'est parce qu'il a sorti un bouquin. Ouais. Presque, il y a encore aujourd'hui, parmi au moins parmi les quarantenaires, des préventions. C'est pas quelque chose de sérieux. Ouais. C'est très étrange. Totalement. Et justement, vous qui êtes dans un milieu qui est très codifié et assez conservateur, qui est celui du droit, en parlant de clichés, quand vous avez commencé votre carrière de youtubeur, est-ce qu'il y a une friction entre cette double vie dont on parlait, la double vie de Batman, entre le droit qui reste très figé et le métier de youtubeur? Mais je craignais, pas du tout. Ok. Pas du tout. Je le craignais un petit peu. Hein. C'est vrai que l'université déjà a tendance à avoir un certain entre-soi. En plus, le milieu juridique, quand même, un milieu effectivement très très codifié. C'est pas du tout au contraire. Au contraire, mes collègues ont découvert ce que je faisais, ont trouvé ça très bien. Et en plus, je m'adresse maintenant à une partie de ma communauté qui est composée de juristes. Je m'attendais mais pas du tout à ça. Il y a des avocats, il y a des magistrats, des juristes d'entreprise qui sont abonnés à ma chaîne. Et c'était le dernier public auquel je pensais, parce que mes vidéos, enfin, c'est quand même du droit vanilla que je fais quand même. Je m'adresse pas à des juristes. Et un jour, j'étais en colloque il y a 1 an et demi ou 2 ans, avec un magistrat, un procureur de la République, et on se retrouve assis à table, et il me dit qu'il connaissait mes vidéos, qu'il était abonné. Je dis, ah, mais bon, pourquoi le procureur êtes-vous abonné? Il me dit, écoutez, c'est bien simple. Vous avez expliqué mon métier de parquetier à ma femme et à mon fils mieux que moi en 10 ans. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le métier de youtubeur? Faire des vidéos. Vous serez pas, je peux pas vous garantir sur facture que vous aurez du succès, que vous arriverez à en vivre, mais commencez à faire des vidéos, parlez de choses qui vous plaisent. Oui. Hein, quelqu'un va pas faire des études de rockstar, il va faire des études de musique. Il va faire de la musique le mieux possible, et puis peut-être qu'il deviendra une rockstar. Et justement, aujourd'hui, après 5 ans de métier de youtubeur derrière vous, de quoi êtes-vous le plus fier? D'arriver à peser sur l'opinion publique, je le vois en commentaire en disant « Ah, vous m'avez fait changer d'avis sur tel ou tel ou tel sujet. Ah, enfin quelqu'un qui nous explique sans parti pris quel est le droit qui s'applique par exemple à la condamnation de Sarkozy, par exemple à la condamnation de Fillon, par exemple à tel... Et enfin quelqu'un qui est capable de se détacher des opinions, parce que j'ai mis au point donc un petit vestiaire des opinions. Je demande à mes viewers et à mes vieweuses de déposer leurs opinions au petit vestiaire. Ils retrouveront leurs opinions en parfait état à la fin de la vidéo, et en plus, entre-temps, ils auront appris un petit quelque chose sur le droit. Ouais. Comment voyez-vous le métier de youtubeur dans 20 ans? Est-ce que Tricotine sera une IA? Est-ce que vous allez être remplacé par une voix IA? Comment ça va se passer? Il y a une phrase drôle que j'aime beaucoup qui dit « Il est difficile de prévoir quoi que ce soit, mais surtout l'avenir ». Je vais décevoir les admirateurs et les admiratrices de Tricotine, parce que depuis 1 an, la voix de Tricotine est faite par une IA. Ah on a entraîné une IA sur la voix de la personne qui faisait Tricotine, et c'est plus pratique maintenant, puisqu'il y a 2 monteurs, de produire la voix de Tricotine comme ça. L'IA en général, l'IA générative peut être un bon outil. Hein. Il m'arrive de l'utiliser de temps en temps. Pas pour écrire. J'aime tellement écrire que ça, franchement, non, c'est vraiment pas la direction dans laquelle je vais. Mais ça peut être utile. Par exemple, parce que mes vidéos, même si beaucoup de gens écoutent mes vidéos en podcast, il y a quand même une image. Et de temps en temps, j'ai l'intention de plus en plus souvent de créer des petites animations pour illustrer des choses dont je n'ai pas l'illustration, pour permettre de montrer aux gens les choses qui se sont passées et telles que je les explique, pour ensuite greffer du droit dessus. Donc là, je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus souvent. Et pas dans 20 ans. Hein. Même pas demain, c'est déjà aujourd'hui. C'est vrai, effectivement. Et est-ce que dans ce monde qui change très rapidement, est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire que vous aimeriez sauvegarder de la rapidité du temps? L'écriture. J'adore écrire, et je vois que mes étudiants
déjà, ils lisent plus, donc quand on lit pas, on n'écrit pas. Hein. Oui. Ils ne savent plus écrire, et ça, c'est assez dramatique, parce que l'écriture, ça permet également de concevoir, de penser, de réfléchir. Et ça, donc, l'écriture est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que jamais, sauf à titre expérimental pour voir comment ça marche, je n'essaye même de me faire un brouillon automatiquement avec une IA. J'ai testé 1 ou 2 fois pour voir ce que ça donnait. Et en plus, pour pas que ça m'influence sur des sujets qui m'intéressaient, sur lesquels j'avais pas le temps de faire une vidéo, ça m'a donné quelque chose. C'était de l'eau tiède, quoi. C'était ni de l'eau glacée, ni de l'eau bouillante. C'était moyen. Ça ressemblait vaguement, effectivement, à une vidéo que j'aurais pu écrire, toute modestie mise à part, en moins bien. On a beaucoup parlé de la fierté, du doute, mais on va revenir un peu plus à la personne. Et là, on entend Tricoting qui vient d'éternuer. À tes souhaits, Tricoting. Qu'est-ce que ce métier a changé en vous comme personne? Curieusement, je ne m'attendais pas non plus, mais je souffre d'un immense complexe de l'imposteur. D'accord. Et je me suis rendu compte rétrospectivement que toute ma vie professionnelle, je l'ai organisée pour continuer de justifier mon complexe de l'imposteur. Par exemple, les gros articles, bouquins, j'ai fait un gros bouquin qui est là d'ailleurs avec un collègue, sur le droit des logiciels libres, et je vais aussi fait des bouquins sur d'autres sujets, entre autres les voitures anciennes. Je les ai toujours coécrits. Il y avait des raisons objectives à cela. C'est-à-dire qu'écrire un bouquin sur le droit des logiciels sans l'écrire avec un informaticien, on n'aurait pas écrit la même chose. Mais c'était aussi une façon pour moi d'attribuer, si le bouquin avait du succès, d'attribuer inconsciemment le succès au fait que j'ai un co-auteur. Et quand quelque chose marche bien, j'ai toujours l'impression que c'est grâce aux autres, et quand quelque chose marche mal, j'ai toujours l'impression que c'est à cause de moi. Et puis là, je me suis rendu compte l'été dernier, là, en vacances, il y a 1 an et demi, en vacances en Grande-Bretagne, que non, que ma chaîne, c'est moi. Quand je change de monteur, il faut pas mésestimer du tout l'importance du montage. Je change de monteur, les vidéos continuent d'être regardées, continuent. Et donc, sauf à penser que tout le succès revient à Tricotine, je suis bien obligé de reconnaître que je dois quand même être vaguement capable de faire, d'intéresser les gens à quelque chose, donc de faire de quelque chose d'une qualité minimum. C'est très important de parler en termes d'image, et surtout vous qui êtes sur YouTube. Si votre métier était une image, laquelle ce serait? Oh là là. Une image. Un métier était une image. Je sais pas. J'ai envie de faire un jeu de mots, dire une image d'Épinal. Parce qu'en fait, malgré la modernité apparente, qu'est-ce qu'on est d'autre que des acteurs, des bonimenteurs de foire? Oui. Et donc, je pense en fait que malgré ce côté complètement moderne et actuel, en fait, c'est un métier qu'on fait depuis longtemps, parce qu'il y a forcément un côté clown. Quand je pose la question à mon entourage, à mes étudiants, à ma famille, je dis non, c'est toi, dans les vidéos c'est toi, mais une version légèrement caricaturale, légèrement clownesque de ce que tu es dans la vraie vie. Donc peut-être que l'image d'Épinal est une bonne image. D'accord. Et justement, quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, je serai un vieux monsieur là, là. Justement, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous et de cette expérience de youtubeur? Que je suis arrivé à toute modestie mise à part, à peser un tout petit peu sur l'opinion publique, pour essayer de contredire toutes les fake news, quand j'entends Sarkozy et son entourage dire qu'il a rien fait, qu'il a été condamné à cause de juges rouges, c'est faux. Et j'espère que dans 20 ans, les gens se rendront compte ou se souviendront peut-être, c'est bien prétentieux de le dire, se souviendront peut-être que j'ai eu une petite importance, une petite pesée sur l'opinion publique, sur le domaine étroit qu'est le droit et la justice. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.